Bon bah, bienvenue bande d'archérolistes. Quand vous pensez ordinateur, vous pensez très probablement à ça. Mais il y a eu une époque où, comment dire, les ordinateurs étaient plus, rustiques, abscons, un peu des deux. Le plus simple, pour vous décrire à quoi ressemblait mon ordinateur à l'époque, c'est encore de vous décrire ce qu'il n'y avait pas. Pas d'internet, pas de sans fil, pas de disque dur, interne ou pas d'ailleurs, pas de souris, pas de carte graphique 3D, et même pas vraiment de couleur. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec? Eh bien, figurez-vous que c'est ce que je m'apprête à vous révéler dans cette vidéo. En 1988, ma maman casse sa tirelire pour m'offrir un CPC 464, un cadeau absolument merveilleux pour l'époque. Un CPC 464 était un ordinateur mis sur le marché par Amstrad et qui avait pour vocation de fournir au plus grand nombre une technologie rodée. Donc déjà, le bousin n'était pas prévu pour être ce qu'il y avait de mieux. C'était plutôt un produit raisonnable, accessible, peu coûteux. Voici les micro-ordinateurs Amstrad. À ma droite, le 6128, à ma gauche, le 464. Amstrad a tout prévu. Écran graphique, clavier, lecteur de disquette ou de cassette intégrée. Et une seule prise à brancher. Les micro-ordinateurs Amstrad... Faites-le, Écran graphique. clavier avec lecteur intégré. À ce prix-là, tout est compris, sauf le vendeur. Amstrad, le mordant informatique. Dedans donc un Z80, un microprocesseur présent dans à peu près tous les ordinateurs de l'époque. Et je ne dis pas PC, et vous verrez, c'est absolument totalement volontaire. Muni de la mirobolante quantité de 64 kilooctets de RAM. Oui, je sais, 64 kilooctets, c'est absolument ridiculement petit. Mais le pire dans tout ça, c'était que c'était largement suffisant. Un lecteur de cassette comme interface de chargement, un clavier et un écran monochrome vert. Et voilà, j'ai fait le tour. Ah si, une puce d'affichage haut de gamme permettant d'afficher la mirobolante quantité de 320 pixels par 200 en 4 couleurs, ou alors 160 pixels par 200 en 16 couleurs. Même si ces caractéristiques pressent à sourire aujourd'hui, cette petite machine était tout à fait sympathique. Moi, en tout cas, j'ai adoré la voir, même si tous mes petits camarades commençaient déjà à lorgner du côté du 520 STE, qui commençait à pointer un petit peu le bout de son nez quand même. Mais alors, qu'est-ce que je pouvais bien faire avec ce truc? Eh ben, dans un premier temps, rien. Pour la simple et bonne raison que ma maman m'avait offert l'ordinateur. Et c'est tout. Il était fourni avec un manuel. En français, c'est déjà ça. Et un magnifique basique locomotive qui s'avérait, et ça je l'ai appris beaucoup plus tard, être le meilleur basique de tous les temps. Ce qui me faisait une belle jambe. Voilà. Aucun logiciel donc. Comme je suis déjà à l'époque pas le genre de garçon à se laisser démonter par ce genre de petits détails insignifiants, j'ai remonté mes manches et je me suis mis à programmer. Oui, parce qu'à l'époque, nous avions la chance, en tant que tête blonde, de profiter d'un programme de financement d'État qui permettait aux établissements scolaires de faire l'acquisition de Sublime MO5, sur lequel, pendant nos cours de technologie, nous apprenions à programmer en Logo. Heureusement, à force de pleurs et de cris, j'ai fini par me faire acheter 3-4 jeux. Oui, parce que
Sur ordinateur, à l'époque, c'était à peu près le seul type de logiciel disponible. Même si Amstrad a fortement essayé de nous faire croire que l'Amstrad avait vocation pédagogique. Total. Hello. Apprendre l'anglais sans se prendre la tête. Se tirer la bourre avec les potes. Exploser la chetrouille du premier qui bouge. Et pour tirer dans tous les coins l'Amstrad 464 avec son pistolet, sa manette et 6 jeux. Et là, arriva le miracle. Ouais, miracle. Si, non, mais vraiment. Je fis la rencontre d'un monsieur d'une trentaine d'années à la FNAC qui me proposa de me revoir le samedi prochain pour échanger des cassettes. Je sais ce que vous pensez. Moi aussi, avec le recul, je trouve que ça puait méchamment de la gueule. Hein. Mais bon, c'était une autre époque. Et puis, ma maman était là pour surveiller. Hein. Tu m'étonnes. Mais bon, c'était une belle histoire. Et on s'est revus pendant près d'un an, tous les samedis, devant le regard courroucé du vigile de la FNAC, qui avait du mal à apprécier le fait que nous squattions son fief, pour agiter les bras en parlant d'ordinateur et en échangeant les vertus de différents jeux auxquels nous avions joué. Puis, le monsieur en question changea d'ordinateur. Mais dans sa bienveillance, il choisit de vendre à tarif préférentiel son Amstrad CPC 464 couleur, avec d'ailleurs un tuner TV à ma maman, ainsi qu'une belle collection d'une 150aine de cassettes de jeux vidéo. Elle nous l'offrit le Noël suivant, à mon frère et à moi, ce qui était vraiment magnifique. Pour nous permettre de patienter un petit peu, elle nous avait donné 3-4 jeux supplémentaires. Ce qu'elle n'aura jamais su, c'est que tous les 5-6 jours, on allait échanger les 4 jeux en question contre 4 autres de la collection, histoire d'en faire un peu le tour. Voilà, enfin, de toute façon, il y en avait tellement qu'il y avait largement de quoi faire. 150 cassettes de jeux. Un véritable trésor. Des heures de jeu en perspective. Et des heures, j'en ai passé sur ce machin. Bon, il n'y avait pas de sauvegarde. Et plus de la moitié des jeux ne fonctionnaient que si on avait une manette. Et puis moi, j'avais pas de manette. Au début. Bref, cela a été une véritable orgie de pixels. Au propre comme au figuré. Ben oui, le terme est juste. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer à quoi je jouais à l'époque. Alors, tout d'abord, il faut charger le jeu. On met la cassette et on lance le chargement. Fallait être patient à l'époque. Hein. Hein? Ah, y est, c'est chargé. Ah non. Réad est hors B. On recommence. Aïe, ça marche. Chérie, la boulangerie, éteins ton ordinateur. D'ailleurs, il existait un autre modèle, le 6128, qui disposait de 128 kilooctets de mémoire, et puis d'un lecteur disquette de 3 pouces. Qui permettait de charger les jeux beaucoup plus vite. Mais vraiment, beaucoup plus vite. Et d'une certaine façon, j'y vois maintenant comme une espèce de ségrégation entre les enfants pauvres qui avaient du temps à perdre et les enfants riches qui devaient pouvoir profiter de leurs jeux. Mais c'est peut-être ma vision anticapitaliste du monde qui me rend un peu aigri. Bref, voici un aperçu du chargement typique d'un jeu sur un Amstrad CPC 464. On est dans le début du jeu vidéo, même si ça existe depuis plus de 20 ans déjà.
c'est la première fois qu'on a accès à ça chez soi, sans dépenser une pièce de 5 francs. Pour les plus jeunes, le truc qui était avant les euros. Toutes les 5 secondes ou les 25 secondes pour donner à bouffer une borne d'arcade afin de pouvoir continuer un jeu. Faudrait que je vous en parle de ça aussi, des bornes d'arcade. C'était pas une borne pour jouer, hein. C'était un outil financier. Vous verrez. Alors ça, c'est un petit jeu assez sympa. Voilà, je l'ai eu à l'époque, j'avais bien aimé. Purement dans la mouvance Renault, c'est voilà, voilà l'ambiance quartier, cité, troquet, mobilette, voilà, billes à la banlieue, de Loriciel, une marque que j'aimais bien de jeu. Alors là, bah voilà, c'est coloré, c'est sûr, mais voilà, il n'y a pas vraiment de but en fait. Il y a 4 jeux cachés dans le jeu, 4 petits jeux d'arcade cachés, voilà. Et l'idée, c'est qu'il faut faire les 4 jeux. Et puis, bah, il y a une sorte de logique de jeu à patoune, hein. Il faut aller chercher les objets disséminés un petit peu partout. Ah, ça c'est mieux, ça. Ça c'est Bruce Lee. Ça, c'est un jeu que j'ai adoré. Donc, pas de musique, mais alors un coup de génie sur les petits bruits de pas. Écoutez bien. J'adore, c'est trop mignon. Donc ça c'est Bruce Lee, ça voilà. Donc tout jaune, hein, excusez-moi, 2025, je suis pas sûr que ça passera encore. Voilà, et donc, et puis bah voilà, ça c'était un très bon petit jeu d'arcade. Mais encore une fois, il y a plein de petites subtilités, des choses à ramasser, etc. Et il n'y a rien qui t'explique que bah voilà, il fallait ramasser ces petits trucs-là, quoi. Bim. Et puis bah c'est un jeu dans lequel voilà, les sumos sont verts. Voilà, donc... Ah, on rentre dans le cœur du truc là. Ça, c'est l'anneau de Zengora. Alors, c'est un véritable jeu de rôle. Un vrai de vrai. Ça cogne lourd. Vraiment. Par contre, c'est juste infernal en ergonomie et les icônes en bas, il n'y a rien de logique. Enfin voilà, c'est infernal. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire ce genre de jeu une fois dans votre vie, mais... Bon, en tout cas, quand j'ai eu 9 ans... Et je trouve que c'était quand même plus cool de prendre un bon gros manuel de Warhammer première édition et de se faire une histoire plutôt que voilà, s'en prendre plein les yeux avec un jaune un peu violent là. Et puis bah, d'essayer comme on pouvait, c'était un petit peu comme une espèce de point and click en fait, même si c'était des menus déroulants. Et même si l'histoire était vraiment intéressante, hein, voilà. Et ça c'est le top du top de ce qui s'est fait en jeu de rôle sur Amstrad. Hein. Rêvez pas, hein. Les autres sont assez pathétiques. Hein. Je vous renvoie à la vidéo du joueur du grenier. Voilà. Ah oui. Alors, à l'époque, les jeux avaient une durée de vie assez courte. À partir du moment que vous saviez ce qu'il fallait faire. Sorcery, par exemple, un jeu dans lequel j'ai joué pendant des heures et des heures et des heures, se termine en 4 minutes à partir du moment qu'on a capté le principe. Certains jeux étaient tout simplement injouables sans manette, comme Prohibition, un jeu dans lequel on tire sur des malfrats qui se présentent aux fenêtres. Voilà, mais avec le clavier et la souris, c'était impossible de tirer dans les temps sur les personnages. Et enfin, toute une brouette de jeux tout simplement durs, voire infaisables, comme R-Type, qui était magnifique avec une musique intéressante, mais dans lequel il était très très difficile d'accéder au tableau suivant. Ou ce 1943 avec une musique parfaitement entêtante. Ça, c'est banger de l'époque de l'Amstrad. Puis bah voilà, c'était pas finissable quoi. Pas pour un gamin de 9 ans sans manette en 1989. Même s'il faut avouer que sur Amstrad, il y avait un certain contingent de bousins infâmes, dont je me propose de vous parler immédiatement. Pas comme Airwolf 2, par exemple, ni le 1, comme pourrait dire un certain joueur du grenier. Parce qu'en réalité, à l'époque, c'était un très bon jeu, et on y a beaucoup joué, même s'il était d'une difficulté infernale. Moi, je vais plutôt vous parler de toute cette série de jeux abominables, avec cette 3D isométrique, là, absolument infâme. La plupart du temps, une musique se mettait à jouer au rythme de vos pas. C'était tout simplement insupportable. Oui, alors là, voici Alien 8. Alors, Alien 8, je le souhaite pas à mes pires ennemis. Écoutez-moi cette petite mélodie à la con, là. Alors, je vous rassure, hein, le bidule qui chose au fond, là,
On n'a aucune idée de ce que c'est et ce que ça fait. Alors, aucune. Cherchez pas dans le background, il n'y a pas. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de manuel, il n'y a rien. Moi, j'ai eu le jeu en pensant que ça faisait référence aux aliens. Voilà, bah non. C'est un petit robot dans un vaisseau spatial qui erre lamentablement en essayant de ne pas se faire tuer. J'ai jamais compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Jamais. Voilà. Alors, je vous parle même pas de Batman. Alors déjà, Batman, à part le sprite du personnage principal, j'aimerais bien qu'on m'explique à quel moment c'est un jeu Batman. Voilà. Et puis, alors, il y a 3D isométrique, au secours, quoi. Au secours. Ah si, faites un petit clin d'œil au Joker, là, qui a été transformé en robot ménager. Tiens. J'ai vu des chats faire ça sur des vidéos TikTok. Hop, on se met sur l'aspirateur et on se laisse promener, là. Donc ouais, on n'a rien inventé. Hein. Mais regardez la difficulté du truc. Il faut monter les escaliers qui pètent quand on marche dessus. Regardez bien, en 3D isométrique. Regardez, ça, c'est un adulte hein, qui joue. Le mec, il chie dans son froc. Et on comprend rien à ce qui se passe. Et oui, il faut marcher en même temps que les plateformes se déplacent, sinon on tombe. Et c'est d'une logique implacable. Voilà, on aime le jeu. Je cherche encore le but du jeu dans la plupart d'entre eux. Et tout ça sans compter sur toute une autre série de jeux dans lesquels les graphismes étaient tellement primitifs qu'on n'arrivait même pas à se projeter. Encore que, dans mes souvenirs, c'était quand même beaucoup plus moche que ça ne l'est en réalité. Je me suis surpris à apprécier le graphisme de certains jeux sur Amstrad. Mais il y avait une différence entre les pires jeux et les meilleurs qui était tout simplement stratosphérique. Alors, pourquoi est-ce que je parle du CPC 464 sur une chaîne de rôlistes? Alors d'abord parce que c'est pas qu'une chaîne de rôlistes, c'est la chaîne d'Ancestral Geek, un vieux geek des années 80, et parce que tout ça c'est concomitant du développement du jeu de rôle en France. Et pour bien comprendre le concept du geek de l'époque, il fallait savoir que c'était des gens qui aimaient le jeu de rôle, les jeux vidéo, les BD, la SF, le Medfan, une espèce de package de qualité ou de défaut en fonction du point de vue où on se pose, qui définissait ces geeks. Et autant nous, en tant que joueurs, on adorait ces univers-là, mais il ne fallait pas oublier que les développeurs étaient eux-mêmes des proto-geeks. Et que la première chose qu'ils ont fait, que ce soit dans les facs, dans les petites boîtes de développement, etc., ça a été de développer des jeux de rôle ou d'aventure. Alors évidemment, on est très très loin de Donjon 5e édition, mais on pouvait trouver à l'époque un jeu comme Sapiens. Un superbe jeu de rôle en monde ouvert dans lequel on interprétait un homme de Néandertal ou Homo sapiens, je n'ai jamais su, il n'était pas très bien dessiné, qui devait survivre à l'époque paléolithique. Alors inutile de vous dire que c'était très difficile. Le mot est faible. Bon, ok. Chérie, c'est l'heure du goûter. Les crises de nerfs étaient de mise. Les jeux sur Amstrad étaient vraiment difficiles. Pour la plupart d'entre eux, ils étaient d'une frustration sans égale. Pour vous dire toute la vérité, sur certains jeux, je n'ai même pas pu... Mais vraiment, c'est pas une blague. Je n'ai pas pu dépasser les 4 premières secondes sans mourir systématiquement. La plupart du temps, parce que je ne savais pas sur quel bouton appuyer. C'était là la difficulté, en fait. C'est qu'on ne savait pas ce qu'on devait faire. Comme pour Jack the Nipper, par exemple. Vas-y. Lâche-toi. Fais des bêtises. Jack the Nipper. Voilà. Donc déjà, la première petite astuce, voilà, je le dis tout de suite, si vous montez pas sur l'étagère pour ramasser ce petit trait blanc tout ridicule qui est au bout là-bas, eh ben vous n'avez pas ramassé votre sarbacane qui vous sert à poutrer la gueule des monstres. Enfin, poutrer, façon de parler, parce que regardez bien, hop, voilà, ça sert globalement à rien. Et puis la 3D isométrique pour viser, c'est pas de la 3D isométrique, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le parcours en 3D pour viser les monstres, c'était juste infernal. Donc on a 3 premières pièces, voilà, donc on essaye de trouver qu'est-ce qu'on est censé faire, et puis bah, comme on n'a pas d'explication, bah on sait pas. Voilà, faites des bêtises. Voilà, bon, j'imagine que tirer sur des espèces de fantômes dégueulasses, là c'est censé être une bêtise. Voilà. Sur la dame probablement. On va bien savoir ce qu'elle fait avec son sac de ville, etc. dans la chambre à coucher, mais bon. Voilà, donc là, et puis c'est même pas à votre moment, parce qu'en fait ces personnages-là vous les croisez en 2000 exemplaires dehors.
Donc là, vous voyez, on est un peu coincé là quand même. Bon, je viens de prendre 3 fessées déjà là. Voilà, c'est le principe même d'un jeu sur Amstrad. Tu sais pas ce que tu dois faire. Il nous aura fallu un temps incroyable avec mon frère pour comprendre que la petite porte qui est au fond là-bas, bah ça là, si on appuie sur un bouton spécifique, ça nous permet de sortir de la maison. En attendant, on a passé 6 semaines à tourner en rond dans 3 pièces en disant bon, il est un peu limité comme jeu quand même. Hein. Regardez, hop, c'est ce passage de pièces là, puis ces monstres qui réapparaissent systématiquement, qui vous suivent pour vous poutrer la gueule. Regardez, il ne veut pas se décoller ce connard là. Et là, voilà. Mais c'est insupportable en fait. Même maintenant, c'est encore insupportable ce jeu. Non mais c'est pas vrai. Bon, écoute, si tu peux pas jouer sans t'énerver, je te prête ton ordinateur. Bref, je vais pas vous vendre du flan en vous faisant croire que c'était le pire absolu. Non, c'était pas forcément mieux avant. Les jeux de cette époque étaient fascinants, certes, mais en général, il y avait autant de plaisir que de douleur. Un petit peu comme une espèce de soirée BDSM qui aurait un peu dérapé. Il va me falloir beaucoup de temps pour que ça... À l'instar de ces jeux casse-manette, qui consistaient à branler les joysticks jusqu'à ce qu'on arrive à battre leur record de saut à cloche-pied au Montana. Voilà. Et puis les manettes, elles coûtaient une blinde à l'époque. Alors on n'appréciait pas trop de les casser. Alors, ça fait beaucoup de alors, mais bon, quand la NES est sortie, ça a été un véritable raz-de-marée. Et pas parce que les graphismes de la console étaient supérieurs, en fait. Pourquoi ? Eh ben, j'ai une petite théorie là-dessus. Théorie. C'est qu'en réalité, les jeux NES étaient livrés avec une notice. Non, ne riez pas. C'est la principale différence entre un jeu NES et un jeu Amstrad. La normalisation des touches et une notice pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Ça n'est pas parce que la console était particulièrement puissante. Même si c'est vrai que c'était assez agréable de voir l'intégralité de l'écran utilisé, contrairement à l'Amstrad, qui la plupart du temps, sur les petites résolutions, était en mode fenêtré. Non. C'est le manuel en français fourni en français, qui permettait de tout de suite comprendre ce qu'on attendait de nous quand on jouait, qui faisait la principale différence. Même si c'est vrai aussi que le gameplay était particulièrement travaillé chez Nintendo et que c'était pas vraiment le cas chez Amstrad. Fini cette terrible époque où la première chose qu'on faisait après avoir lancé un jeu, c'était d'appuyer sur toutes les touches une par une pour essayer de trouver laquelle pouvait bien faire quoi. Et pour les simulateurs de vol, c'était irrémédiablement une fin par explosion. Moi, j'aimerais bien rencontrer l'ingénieur qui a décidé que l'intégralité des commandes d'hélicoptère devait forcément contenir un bouton d'autodestruction. J'ai 2 mois à lui dire à celui-là. Donc certains jeux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne prenaient que la manette. Pas de manette, pas de jeu. Comme ce merveilleux Speaking. Voilà, c'était la manette phare à l'époque. Ouais, je pense qu'il n'y a pas eu de meilleure manette inventée depuis. Non, je veux pas savoir. Ça m'intéresse pas vos arguments. En dessous de 2 boutons, il n'y a pas mieux. Mais quand t'avais pas de manette, que de nib. Que dalle. Nada. Rien quoi. Et bien sûr, absolument aucun logo normalisé sur la jaquette pour vous indiquer que cette manette était indispensable. En fait, à cette époque, il n'y avait absolument aucune norme. Non, cherchez pas. Dans le jeu vidéo, bien sûr. Les touches changeaient d'un jeu à l'autre. Les gameplays changeaient d'un jeu à l'autre. Chaque jeu vidéo suivait ses propres règles. Complètement indépendamment de ce qui se faisait à côté. Avec des coups de génie parfois. Mais aussi avec un certain nombre d'infâmes bouses. Alors ce CPC 464, je l'ai adoré, je l'ai détesté, mais en fait, il a partagé ma vie pendant un bon petit moment. Je lui préférais comme le jeu de rôle, et les livres dont vous êtes le héros. Et encore aujourd'hui, je me rappelle avec une certaine nostalgie, ces longues séances de jeu dans lesquelles je hurlais d'horreur. Je me faisais mal aux doigts, je comprenais pas ce que je faisais, j'étais frustré, agressif, et je finissais avec un mal au crâne carabiné. Qu'est-ce qui m'a tué là? Mais qu'est-ce qui m'a tué là? Là, je comprends rien ce jeu, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est pas possible. Bon, chérie, ça suffit maintenant, éteins ton ordinateur. Bref, j'ai eu un CPC 464.